Juste deux petites précisions pour resituer aujourd'hui ce que fait Lilian Thuram dans son activité, non pas professionnelle, mais d'engagement. Depuis 2008, il préside et il anime la Fondation Éducation contre le racisme et pour l'égalité, dans laquelle il a produit plusieurs ouvrages, des expositions, des réflexions. Je pense à Mes étoiles noires, qu'il a sorti en 2010, que vous devez connaître. On a refait ensemble Mes étoiles noires en images, justement pour le rendre différent en termes d'accessibilité, de faire replonger ces personnages qui sont les tiens, que tu avais choisi une quarantaine de personnages dans leur temps et dans leur histoire. Tu as travaillé sur l'exposition, exhibition La mention du sauvage sur les os humains au musée du Quai Branly. Tu as travaillé autour d'ouvrages comme La pensée blanche, sur lesquels on va revenir, qui a fait beaucoup de débats au moment de sa sortie en 2020, parce qu'elle a interpellé. Tu as travaillé aussi sur le manifeste pour l'égalité. En gros, tu fais des choses, tu bouges, tu vas beaucoup dans les écoles, tu réfléchis beaucoup à ces questions d'égalité, ces questions de droit, ces questions de racisme, ces questions de pensée blanche, qui ont beaucoup surpris quand ton livre est sorti. Et je vais tout de suite commencer par une petite boutade que tu as fait à la fin de la table ronde précédente, quand à un moment... Attends, normalement c'était entre nous. Oui, mais c'est... Je ne sais pas ce qu'il va dire. J'en ai fait une question. Je commence à avoir peur. Et tu peux avoir peur. Quand ce jeune homme a posé cette question très simple, cette question, on ne se la pose plus, nous, en fin de compte, est-ce qu'on est une chance ou un fléau? Tu m'as dit cette boutade qui n'en était pas du tout une. Au moins les Noirs, on sait en équipe de France à quel moment ils sont une chance. Et là, j'ai trouvé qu'il avait mixé un peu tous les débats compliqués qu'il y avait à la fin à travers ce qui n'était pas qu'une boutade, qui était une... Et on reviendra après sur des questions qu'on avait ensemble préparées. Mais celle-là, ta réflexion, en fin de compte, elle signifie quoi? En gros, tu voulais dire qu'à un moment, quand un noir est utilitaire ou quand un étranger est utilitaire, on peut considérer qu'il est une chance, et quand il n'est plus utilitaire, il devient une sorte de fléau, il est à la marge. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? A priori, tu as joué un peu au foot. Tu connais le sujet. Pendant quelques années. Voilà. Non, en fait, je disais tout simplement qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes une personne noire, vous avez noté que j'étais une personne vue comme noire. Non, je le dis parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont persuadés qu'il n'y a pas de couleur, qu'on ne voit pas les couleurs. Donc, je préfère juste dire que dans la société, on me voit comme une personne noire. Donc, ça veut dire que j'ai une expérience de vie d'une personne vue comme noire. Donc, peut-être que parfois, je vais dire des choses que vous n'allez pas comprendre, parce que c'est un point de vue de personne vue comme noire. Voilà. Une personne, vue comme noire, on se dit, effectivement, on a intérêt à gagner quand même. Parce que si on ne gagne pas, ça va être peut-être notre faute. Et souvent, c'est comme ça. Et d'ailleurs, lorsque j'étais enfant, je me souviens, par exemple, je regardais un peu le tennis, et il y avait Yannick Noah. Et Yannick Noah, quand il gagnait, il était français. Quand il perdait, il était camerounais. Et ça revenait souvent. Donc, depuis petit, on a conscience de cela, en fait. Ça veut dire que, effectivement, s'il y a un feu, tu grimpes, tu portes secours à un enfant, tu peux devenir français. Parce qu'en fait, tu as un bon noir parce que tu sers. Ça s'est passé, ça, je crois. Hein. Ah ouais. Et par exemple, en équipe de France, si vous gagnez, c'est super. Par contre, si vous perdez, vous devenez une racaille. Et c'est de votre faute, en fait. Tu as réagi aussi à un deuxième moment où là, tu as plutôt bouillonné quand il y avait le débat avant. Mais c'est intéressant, parce que c'était une des questions que je voulais poser. Tu étais ambigu quand il y a eu un débat sur les cultures. Ouais. On n'a pas les mêmes cultures. Il y aurait des cultures plus dures à intégrer que d'autres. La culture d'autres qui arriveraient. Et ça fait débat parce que la salle a aussi réagi au même moment. Tu m'as dit, c'est bien, il commence à poser les mêmes questions que j'aurais posées. Mais ce n'est pas pour autant que tu es resté totalement stoïque. Qu'est-ce qui t'a interpellé à ce moment-là quand tu as entendu cette phrase sur « il y a des cultures plus difficiles à intégrer que d'autres » ? En fait, les cultures ne se valent pas. C'est ça, en fait. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, vous recevez ça comme une violence. Mais en fait, vous vous demandez, mais pourquoi ? Mais c'est peut-être lié à l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, nous sommes le fruit de ce que nous avons entendu. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire ? Et quand vous êtes une personne vue comme noire, en fait, on vous a raconté qu'effectivement, il y avait des hiérarchies entre les cultures, il y avait des hiérarchies entre les personnes, mais par contre, on vous a dit que votre culture ou vous-même, vous étiez inférieur. Et donc, il y a des fois, vous prenez les choses en étant violenté, en disant, mais pourquoi il dit ça en fait ? Et donc, on essaye d'entendre ce qu'il dit. Et effectivement, je pense que il y a des cultures qui sont différentes. Oui, il y a des civilisations qui sont différentes.
Je dirais que si on veut analyser, par exemple, la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la civilisation du monde occidental, on peut dire que cette civilisation croit totalement, entièrement en la violence, totalement, entièrement en la hiérarchie. Et cette hiérarchie, selon la couleur de la peau, existe encore. Et il ne faut pas le nier, comme existe encore la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je dis très souvent que moi, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, parce qu'on devient noir à un moment donné, très souvent à travers un traumatisme, une insulte, où on vous explique que vous êtes moins bien, vous êtes inférieur. Mais par contre, ce qui est très intéressant aussi, les personnes vues comme blanches, en fait, parfois n'ont pas conscience en fait, d'être blanc et de porter aussi une histoire de la blanchité. Et cette histoire de la relation selon la couleur de la peau, c'est une relation de domination. Et l'égalité entre les personnes selon la couleur de la peau, c'est une nouveauté historique, hein, comme est une nouveauté historique la relation d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc encore, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil de la domination blanche. Et je crois que chacun de nous, on doit se questionner sur ce sujet-là. Et lorsqu'on parle de hiérarchie, de culture, il faut faire très attention. Est-ce que ce que tu veux dire par là aussi, c'est que dans la manière, on en a beaucoup parlé dans les 2 tables rondes depuis ce matin, la manière d'appréhender les immigrés, l'immigration, tu l'appelles comme tu veux, ceux qui arrivent, cette hiérarchie dont tu commences à énoncer les éléments, la manière de percevoir l'autre, la manière de se regarder soi-même, quelque part induit une acceptation plus ou moins forte, plus ou moins prégnante de l'autre. En gros, au regard de cette hiérarchie, au regard de la manière dont on se pense, la manière dont on pense la culture de l'autre, on accepte plus ou moins le migrant quand il arrive. C'est une évidence. Encore une fois, chacun de nous ici, on pourrait se croire dans une construction identitaire individuelle, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on appartient à une famille, on appartient à une religion ou non, on appartient à un espace de vie. Et donc, ça construit une façon de penser le monde. Et donc, effectivement, encore une fois, ce qui est très important, c'est comprendre que nous sommes le fruit de cette hiérarchie selon la couleur de la peau. Et cela existe encore. Et c'est très facile à, si on veut être lucide, de montrer que effectivement, ce n'est pas anodin le regard qu'on porte sur l'autre. Chacun de nous, nous portons des lunettes culturelles. Par exemple, il y a des personnes qui sont devenues petit à petit blanches en France. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une grande communauté portugaise. À l'époque, les Portugais n'étaient pas vus totalement blancs, en fait, comme les Italiens d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont devenus blancs. Et je pense que si on est un peu lucide et non hypocrite, on va voir que, par exemple, dernièrement, il y a eu est-ce que nous devons accepter ou pas les Ukrainiens ? Je pense que la grande majorité des gens ont dit que bien sûr. Mais est-ce qu'on peut accepter des personnes immigrées non blanches ? C'est plus problématique. Mais ça, encore une fois, c'est lié à l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une proximité. C'est-à-dire que c'est la proximité qu'on perçoit l'un et l'autre. Si je me sens proche de toi, il est beaucoup plus facile que je t'accepte. Mais parfois, et ce que j'essaie de dire, qu'on ne se rend pas compte que très souvent, il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas en compte. C'est l'appartenance qui est liée à l'histoire de la racialisation du monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'à travers leur façon de penser, de dire certaines choses, en fait, ils parlent à travers aussi de la racialisation du monde. Et très souvent, les personnes blanches ne prennent pas conscience qu'en fait, qu'ils parlent d'un point de vue de personnes blanches. En parlant de ça, tu as écrit « À un noir, partout dans le monde, la société renvoie en permanence le fait qu'il est noir. Quand il circule dans l'espace public, on lui rappelle souvent sa couleur, qui est un soupçon de délit. Les blancs, eux, se promènent partout sans être enfermés négativement dans leur couleur de peau, par aucune autorité. Cette tranquillité, ce sentiment de liberté, d'être partout à leur place, en ont-ils conscience ?» C'est ça que tu veux dire à travers ça ? Ouais, je pense que la plupart des personnes blanches ne s'interrogent pas à savoir qu'est-ce que c'est être blanc. D'ailleurs, pour le livre, je me souviens, j'avais appelé un ami frère
Et je lui dis, dis-moi Franck, je peux te poser une question? Il me dit, bah oui. Je suis noir? Il me dit, bah ouais. Et je lui dis, bah, si je suis noir, toi t'es quoi? Il me dit, bah je suis normal. Mais en fait, c'est la bonne réponse. Vous rigolez, mais c'est la bonne réponse. Il est normal, c'est la norme. Être un homme, c'est être la norme vis-à-vis des femmes. Et quand vous avez été pendant des siècles et des siècles la norme, vous ne vous interrogez pas. C'est normal. Et donc, moi, l'idée pour moi, c'est qu'on puisse effectivement se questionner. Très souvent, la norme parle, d'accord? Mais ceux qui sont considérés comme n'étant pas la norme observent. Ben oui, ils observent. Mais ceux qui sont la norme ne savent pas que ceux qui ne sont pas la norme les observent. Tu as eu un troisième niveau, vas-y. Et donc, ça veut dire que parfois, vous êtes en capacité d'analyser certains discours et comprendre l'incohérence. Quand tu veux dire ça, c'est par exemple, on en avait parlé ensemble quand on a préparé cet échange, c'est un mot qui n'a pas été employé dans cette deuxième table ronde, c'est que quand les gens perçoivent qu'il y a une culture différente, donc que certains seraient plus dangereux que d'autres, faut faire simple, ou avec difficulté capables de s'intégrer à la France, on en arrive dans les théories, aussi bien en Allemagne, en France, aux États-Unis, à un grand remplacement possible, à la peur d'une submersion, on l'a dit tout à l'heure avec un discours en France, à la peur d'être envahi, à la peur quelque part de perdre son identité. Qu'est-ce que tu entends quand toi tu entends parler de ce terme de grand remplacement aussi bien aux États-Unis qu'en France actuellement? Et elle signifie quoi cette peur selon toi? Je vais essayer d'être tranquille, ne pas utiliser des mots qui peuvent vous déstabiliser. Non, c'est pas zen, c'est que, vous savez, très souvent, de façon inconsciente, hein, on reproche aux autres ce qui a été fait. D'accord? Parce que lorsqu'on parle de grand remplacement, on pourrait dire que ça s'est passé aux États-Unis. OK. On pourrait dire que ça s'est passé en Australie. En fait, le grand remplacement, historiquement, ça a été le fait des personnes blanches. Mais si vous leur dites ça, ils peuvent se fâcher, attention. Hein. Oui, oui, ils peuvent se fâcher, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, mais pour chacun de nous, hein, c'est qu'on dit toujours, il faut dire la vérité. Vous éduquez les enfants à dire la vérité, il faut dire la vérité. Mais par contre, attention, hein, entendre la vérité, ça peut être très compliqué. En fait, il y a une question de lucidité. Effectivement, le grand remplacement, ça s'est fait historiquement par les populations blanches. Et donc peut-être que dans leur inconscient, en fait, comme ils savent que c'est une façon de procéder, ils ont peur que les autres le fassent. C'est ça la vraie question aussi, parce que moi je pense, on va rentrer sur un truc peut-être un peu... Vous savez, très souvent, on dit que les personnes qui ont souffert de traumatisme gardent des traces. D'accord? Mais est-ce que l'inverse n'est pas vrai aussi? Ceux qui ont violenté, est-ce qu'ils ne gardent pas aussi quelque chose? Et donc c'est ça qui serait intéressant à voir. Et je pense qu'effectivement, il y a cette idée qu'on peut violenter certaines personnes. Parce que si vous avez le sentiment que peut-être on va vous remplacer, la seule façon pour vous défendre, c'est exterminer ceux qui veulent vous remplacer. Et donc c'est un appel à la violence. Mais pourquoi ça ne fait pas peur? Pourquoi ça ne fait pas peur? Parce que peut-être qu'effectivement, il y a aussi cette habitude de violenter certaines personnes. Il y a un monsieur qui a dit effectivement que historiquement, on a l'habitude de violenter les personnes juives. Mais en fait, on a l'habitude de violenter les personnes non blanches. C'est ça la réalité. C'est comme les hommes ont l'habitude de violenter les femmes. Et donc, je pense que nous devons tous réfléchir à travers aussi l'histoire de nos sociétés pour comprendre ce qui se passe et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il y a une réactivation de la catégorie blanche. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, qu'on ne le dit jamais, mais en fait, on réactive ce sentiment d'être blanc. Les blancs avant, nous avant, eux. Et moi, je reste persuadé qu'effectivement, lorsqu'on analyse aussi l'histoire sur un temps long, il faut savoir que l'esclavage, la colonisation, ce sont des systèmes économiques. Et qu'en fait, il faut questionner le discours économique qui emmène à légitimer la violence. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire
ce sont les discours d'une minorité de personnes très très riches qui construisent des rivalités entre certaines catégories pour qu'on ne puisse pas les regarder en leur disant « ouais, peut-être qu'il faut redistribuer quand même là, c'est un peu beaucoup quand même, non ?» En même temps, on pourrait te dire, c'est pour arriver à un sujet sur une expo qu'on a fait en commun, oui, mais on oublie. Les gens ne se rappellent plus de ça, ce que tu es en train de dire au bout de 3, 4, 5 générations, l'esclavage. C'est loin maintenant, les abolitions. Et en fin de compte, quand on s'en est parlé, on a beaucoup travaillé ensemble sur les images. Je viens de faire une exposition pour décrypter comment les images continuent à faire culture. Ce que les gens, des fois, n'arrivent pas à comprendre, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, un siècle, 150 ans. En quoi ça ferait encore culture aujourd'hui ? Comment tu l'analyses ? Parce qu'on va l'expliquer ensemble dans les écoles, ça, on en parle aux élèves. Les images ont un avantage, c'est qu'ils montrent qu'il y a une continuité. Donc ça reste dans leur inconscient, même si c'est lié au passé. Pourquoi c'est important de faire ce travail-là pour essayer justement de déconstruire peut-être ce qu'il peut y avoir encore dans nos cerveaux ? Ben moi, je pense qu'il faut faire ce travail pour simplement être lucide sur ce que nous sommes et la société dans laquelle nous sommes. Et en fait, on n'oublie pas. Alors tout d'abord, monsieur Pascal Blanchard, là je vais être sérieux parce qu'en fait, il dit que l'esclavage est très très loin. Mais en fait, je vais vous dire que c'est pas si loin que ça. Mon grand-père, il est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, moi, je suis des Antilles, donc terre où on a exterminé les populations quand je parle de grand remplacement. C'est-à-dire que quand je suis aux Antilles, j'ai toujours ce sentiment-là. C'est-à-dire, je me dis qu'en fait, il y avait des gens, on les a exterminés, ils ne sont plus là. Et donc, on les a remplacés effectivement par des hommes et des femmes qui sont venus d'Afrique, des personnes qui sont venues d'Europe, des personnes qui sont venues d'Inde et qui donnent la culture antillaise. Mais en fait, mais on n'oublie pas, parce que vous le portez en vous, et aussi, ça façonne une façon de penser. Le code noir, ben, c'est pas si vieux que ça. Donc le code noir, ben, on le porte en nous. Et pas simplement les esclaves d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que très souvent on pense que l'esclavage c'est l'histoire des esclaves. Non, c'est la façon d'agir les uns des autres. Si on n'a pas conscience de l'histoire, il y a des grandes chances qu'on a reproduit des schémas. Pourquoi ? Parce que l'éducation de chacun de vous, ici, de nous, en fait, ce sont des habitudes. En fait, nous sommes éduqués à travers des habitudes. Les gens faisaient comme ça, ben on a toujours fait comme ça. Et si quelqu'un vient vous dire non, il faut changer, vous dites non, non, non. Parce qu'en fait, il y a un conflit de loyauté. Et donc, c'est pour cela que, selon l'âge aussi de la personne, on peut déterminer aussi pas mal de façons de penser. C'est-à-dire que c'est normal, c'est comme ça. Tu te dis souvent aussi, d'un côté, il faut déconstruire les images négatives, tu viens de le dire, mais en même temps, il faut avoir des images positives. Et quand tu as fait ton film, ton livre, Mes étoiles noires, tu l'as fait pour ça. Tu n'as pas encore fait le film, je sais. Quand tu as fait ce livre, c'était pour ça, pour que notamment des jeunes puissent choisir leur héros. Et tu dis, moi, quand j'ai grandi à l'école, ou quand j'étais jeune, bah, tout simplement, ces héros que j'aurais pu choisir, bah, je ne les ai pas choisis, puisque je ne les connaissais pas. On ne me donnait pas accès à leur récit. Est-ce que tu pourrais expliquer ça ? Parce que tout le monde ne comprend pas forcément la nécessité d'avoir pour chacun le potentiel de choisir ses héros dans une palette suffisamment large et qui intègre en fait potentiellement tout le monde. Alors moi je pense que tout le monde le comprend, seulement il y a certains qui n'ont pas à se poser la question, puisqu'ils ont des héros. Alors que par exemple, moi quand j'étais plus jeune, je dis très souvent, la première fois que j'ai entendu parler de l'histoire des populations noires, c'était à travers l'esclavage. Et dans cette classe, les enfants ont commencé à me regarder. Et là, je me dis, attends, pourquoi ils me regardent ? Ben oui, parce qu'en fait, ben j'étais le seul noir de la classe. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, l'histoire qu'on leur raconte, c'est que les Noirs, en fait, c'était des anciens esclaves. Ok, donc ça veut dire que s'il y a des préjugés négatifs sur les personnes noires, c'est tout à fait compréhensible. Parce que l'histoire qu'on vous raconte, que c'est avant, eux, ils étaient esclaves. Donc ça veut dire que si les Noirs étaient esclaves, ça veut dire que les Blancs étaient supérieurs. Et donc ce sentiment de domination, en fait, c'est jouissif. C'est pour ça que ça perdure d'ailleurs, le racisme. Parce qu'en fait, c'est jouissif de se penser supérieur à l'autre. Et donc l'idée pour moi, c'est que si on veut changer l'imaginaire collectif, parce qu'encore une fois, nous réfléchissons à travers ce que nous connaissons. Et donc l'idée, c'est enrichir nos connaissances et dire aux professeurs notamment, mettez sur les murs d'école des personnes de couleurs différentes pour changer l'imaginaire collectif, pour montrer que l'intelligence n'a pas de couleur, n'a pas de sexualité, n'a pas de genre. Et ça permet de changer l'imaginaire collectif. Et voilà pourquoi je fais ce travail-là. Mais encore une fois, c'est très compliqué parce que il y a quand même
on parle de quelque chose qui a une profondeur historique très importante, la hiérarchie selon la couleur de la peau. Ça veut dire que dans les écoles, on apprenait qu'il y avait une race supérieure et que c'était la race blanche. Donc il faut savoir qu'il y a eu des générations et des générations de personnes qui ont été éduquées dans ce sens. Et donc c'est très compliqué pour une société de changer de façon de penser. Et donc voilà pourquoi aussi il y a parfois des frictions. Quand quelqu'un comme moi arrive et raconte une autre histoire, eh ben, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre l'autre histoire. Mais ce qui est compréhensible. Ce que j'aime bien, c'est des fois quand tu es dans une classe d'école ou quand on discute avec des élèves ensemble, tu prends toujours une parabole que je trouve très belle. D'ailleurs, ce matin, une des intervenantes de la première table ronde a été très vigilante sur le mot découverte. Tu dis, il y a deux manières de raconter, souvent, tu prends ça comme illustration, l'histoire du monde. Il y a le raconter depuis le bateau avec Christophe Colomb qui arrive quelque part, et de l'autre côté, il y a raconter la même histoire depuis la plage de ceux qui voient arriver Christophe Colomb. C'est aussi celui qui a la capacité de raconter l'histoire, donc de faire l'histoire. Donc de faire le rapport au monde et à l'autre qui compte. Pourquoi tu insistes autant sur ces questions-là? Et par exemple, tu joues toujours avec les élèves en disant, bon, on ne découvre pas un continent, je te laisse faire. Alors pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est très important le conditionnement. Comment chacun de nous sommes conditionnés à être ce que nous sommes. Et très souvent, dans les sociétés, on a peur de développer l'esprit libre. Parce que l'esprit libre, en fait, remet en question les choses. Et le fait de remettre en question, bon, vous fatiguez tout le monde. C'est-à-dire, même au bureau, vous arrivez, vous dites, moi, tiens, j'ai bien réfléchi, on pourrait faire comme ça. Ah ouais, tu as raison. Deuxième fois, troisième fois, putain, oh, celle-là, elle n'est jamais contente. OK, ben c'est ça la réalité. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, chacun de nous, il faut prendre conscience que nous parlons de quelque part, d'un point de vue. Et il faut questionner ce point de vue et prendre conscience qu'il y a plusieurs points de vue et montrer la complexité des choses. Et à partir du moment où on a compris la complexité des choses, eh ben c'est beaucoup plus facile de recueillir un autre discours. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Et c'est pour cela que moi, j'essaie de tout dire, réfléchissons à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être et pourquoi. Et c'est pour cela que je dis très souvent aussi, on devient noir ou on devient blanc. Donc ça veut dire qu'on peut arrêter, mais pour arrêter, il faut prendre conscience que nous sommes enfermés dans ces catégories liées à la couleur de la peau. Et qu'est-ce qui nous a enfermés et pourquoi on nous a enfermés? Et qui a intérêt à que les choses continuent? Mais des fois, tu vas plus loin. Tu dis même que les populations immigrées, par exemple en France ou ailleurs, peuvent intégrer et voire même accepter cette pensée blanche, cette pensée occidentale, cette pensée de domination, quelque part, en développant une sorte de mésestime d'eux-mêmes. C'est-à-dire de ne plus avoir confiance en soi-même parce que, quelque part, le modèle se serait imposé à eux. Je t'ai déjà vu plusieurs fois en classe en disant à des jeunes élèves, garçons ou filles, en disant « tu peux tout faire, il n'y a rien qui t'est interdit ». Parce qu'il y a un moment, une sorte de perte de croyance que l'on est capable de, parce que la société vous aurait placé à une place donnée, que le système scolaire vous emmènerait vers une voie de garage, que quelque part vous ne pensez pas que ce pays est le vôtre. Il y a plein de raisons. Mais en tout cas, je t'ai vu plusieurs fois dire aux gens « non, vous devez avoir aucune mésestime de vous-même ». Mais vous savez, encore une fois, hein, vous êtes le fruit d'histoires qu'on vous a racontées. Si la société vous raconte que vous n'êtes pas capable de, si parfois même vos parents vous expliquent que vous êtes dans l'incapacité de faire, ben vous finissez par croire que c'est vrai. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on parle de la hiérarchie selon la couleur de la peau, c'est effectivement, lorsqu'on parle du suprémacisme blanc, ça veut dire que le blanc est le supérieur, les personnes noires inférieures. Donc ça veut dire que eux, leur aspiration, c'est d'atteindre le plus haut, d'être blanc. Et donc c'est une éducation aussi, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on parle de cette histoire de Christophe Colomb, effectivement, c'est de la manipulation. Mais ça peut être extrêmement dangereux lorsque vous racontez, par exemple, à des gens comme ma maman à leur époque, mais que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Vous imaginez, c'est d'une violence totale. Et donc, ça emmène à un traumatisme et une perte de confiance parce qu'en fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc, c'est pour cela que, pour moi, lorsque je parle du racisme, du sexisme, de l'homophobie, c'est effectivement pour dire aux personnes qui pourraient subir, en fait, faites très attention. Faites très attention parce que vous pouvez finir par intégrer le discours et développer une mauvaise estime de vous. Vous savez, par exemple, après, j'ai commencé à discuter de ces sujets avec ma maman, qui était d'ailleurs la première à m'interdire de parler de ces sujets, parce qu'elle me disait, tu vas avoir des problèmes. Tu es déjà joueur de foot, tu as de l'argent, arrête.
ne parle pas de ces sujets. Et je lui dis non, maman, au contraire, il faut parler de ces sujets, parce que je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui ne comprennent rien au racisme et qu'il faut comprendre que c'est une histoire, et changer le mode de pensée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a grandi dans une société antillaise où était valorisée la couleur claire de peau. Ça veut dire qu'on lui disait à ma maman qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Donc ils avaient intériorisé qu'être blanc, c'était mieux. Et à partir du moment où vous avez intégré ça, en fait, vous finissez par être dans un... psychologiquement, en tout cas, vous pouvez avoir des graves problèmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement aux Antilles. Partout dans le monde est valorisé le fait d'être clair de peau. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique ou en Asie, où les personnes se blanchissent la peau. En Inde, tout à fait. Voilà. Mais parce qu'en fait, il y a cette histoire-là. Et je crois qu'il est important aussi que les personnes blanches connaissent cette histoire-là pour aussi qu'ils puissent se questionner sur leur façon de penser les choses, ou leur façon de faire les choses, ou leur façon d'intervenir. Parce que, historiquement, ils ont été éduqués à penser que la raison était de leur côté. Voilà, il n'y a pas de doute. Comme lorsque vous êtes un homme, que vous êtes un homme, donc vous avez raison. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très difficile de faire le deuil de la domination. Voilà. Pour qui ? Pour tout le monde. Nous sommes des hommes. Non, mais à partir du moment où vous êtes dominant, en fait, c'est très compliqué de faire le deuil de la domination. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos sociétés aujourd'hui. Parce que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des questionnements qui sont plus légitimes aujourd'hui que hier. Donc ça veut dire qu'on peut discuter plus facilement des choses. Mais lorsqu'on peut discuter plus facilement les choses, il y a des gens qui vont se radicaliser pour arrêter la discussion, pour que les choses ne changent pas, parce qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Et je crois que c'est ce qui se passe. Et il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, historiquement, il y a cette acceptation qu'il y a des personnes qu'on peut exterminer. Mais enfin, vous n'êtes pas un peu communautariste, monsieur Thuram, avec toutes vos idées là Communautariste, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, je suis totalement communautariste. Moi, je suis pour la communauté humaine. Ça me plaît, ça, cette idée. Essayez pas de vous en sortir par une petite pirouette pas du arrière, là, monsieur Thuram. Beaucoup sont perçus à partir du moment où ils revendiquent cette déconstruction, cette critique. On va leur dire oui, mais ça, c'est du communautarisme. Vous êtes en train de vouloir séparer les populations. Vous êtes en train de vouloir nous dire que, d'une certaine manière, non, mais ça, c'est une stratégie pour délégitimer la parole. Ça, c'est une stratégie. Pour ma part, moi, je pense que les personnes, si on parle de couleur de peau, je pense que les personnes les plus communautaristes, communautaristes, ce seraient les personnes de couleur blanche, parce qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont blancs. Non, je rigole pas. Non, je rigole pas. C'est-à-dire je le connais, il rigole pas. À partir du moment, à partir du moment où vous ne savez pas, donc ça veut dire que vous n'avez pas le recul pour questionner ce communautarisme. OK ? Donc ça veut dire que vous êtes persuadé d'être individuel en disant ouais, mais attendez, quand même, les Noirs, là, ils sont communautaires. Mais à partir du moment, déjà, vous vous dites les Noirs sont communautaires, peut-être que vous vous posez pas la question que vous êtes blanc et que peut-être dans votre environnement, il y a très peu de personnes noires ou de personnes non blanches. Mais je pense que le plus grand communautarisme, le plus grand séparatisme, en fait, c'est les riches. Mais vraiment. J'ai eu la chance de traverser les mondes. Ouais. Parce que, normalement, j'étais pas... Le projet, c'était pas d'être là aujourd'hui avec vous quand on voit où j'ai grandi en Guadeloupe. Normalement, il y a très peu de chances que je sois là avec vous en train de parler de ça. Donc, j'ai traversé les mondes. Mais je pense que, vraiment, le plus grand communautarisme, c'est les riches. Vraiment. Non, mais ce qui n'est pas faux aujourd'hui, on le voit, puisqu'on arrive même à les compter, les riches, et on sait qu'aujourd'hui, ils représentent quelque chose en termes de communauté en tant que telle. Ils font même un magazine, il y a même le classement des 500 premiers. Là, il y a de la statistique. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a de la statistique pour les riches et pour les femmes, mais pas pour la couleur, parce que ça poserait problème. Tu me l'as dit tout à l'heure au moment du débat, il y avait un débat sur les statistiques ethniques, et tu m'as fait cette réflexion, voilà, quand c'est les femmes, il n'y a pas de problème, en gros, là, tu viens de me le dire, quand c'est les riches, il n'y a pas de problème, mais alors, dès qu'on parle de la différence de population ethno-raciale, les statistiques font débat. Ouais, parce qu'effectivement, il est préférable de ne pas savoir. Comme ça, les choses ne changent pas.
Moi, c'est radical et tout le monde a compris. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vous ne savez pas et vous ne pouvez pas mesurer, potentiellement, il n'y a pas de problème. Donc, on peut continuer comme ça. Mais si vous voulez savoir, effectivement, vous n'avez pas d'autre choix, de faire en sorte de trouver une façon de mesurer les choses. Si on vous dit, voilà, je ne sais pas, par exemple, il y a combien de personnes qui sont intervenues depuis ce matin ? 6 plus 7, 13. 13. 14 avec Eric Orsella. Ok, peut-être que sur les 14, s'il n'y a que des hommes, vous allez vous dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire s'il n'y a que les hommes qui ont pris la parole en disant mais c'est un peu bizarre quand même. S'il y a 2-3 femmes, on va vous dire quand même c'est bizarre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont intervenus depuis ce matin, tu dis que c'est quoi alors ? C'est bien. Merci. On a eu chaud. Hein. Non, mais les hommes, Aurélie, ils ont... reviens de loin. Non, mais les hommes, ils ont parlé depuis très longtemps. Et puis, on ne peut pas dire qu'on les fait des trucs super quand même. Donc, mais si tout d'un coup, vous dites qu'il y a eu 0 personne non blanche, vous pourrez vous dire, ah ouais, quand même, il y a un truc bizarre. Parce que peut-être qu'il aurait pu nous apporter un autre point de vue. Tout à fait. Peut-être que s'il y a une personne handicapée, peut-être cette personne peut vous emmener à voir la société différemment. En fait, l'idée, c'est comment en fait, on peut percevoir des choses qu'on ne perçoit pas. Et par exemple, mes 2 fils, une fois, je prends le métro avec eux, et je leur dis, tiens, si tu es en fauteuil roulant, est-ce que tu aurais pu faire ce voyage ? Il me dit, bah oui. Je dis, ah bon, vous êtes sûr ? Il me dit, mais pourquoi il ne pourrait pas prendre le métro ? Ah, je dis, vous n'avez pas fait attention, en fait, qu'il y avait des escaliers là, des escaliers, en fait, on ne peut pas. Il me dit, ah bon, c'est pas juste ? Oui, mais eux, comme ils ne sont pas en fauteuil roulant, ils ne perçoivent pas. Et donc, l'idée, c'est pour cela qu'il faut avoir plusieurs points de vue. C'est juste pour entendre d'autres discours. Avant-dernière question, je sais que tu vas me dire déjà, donc je Ah non, réponds moi, oui, désolé, le temps avance. Tu as écrit, au sujet du migrant, mais aussi des autres dans une société, la grandeur d'une civilisation tient à l'espace qu'elle reconnaît à ces éléments considérés comme plus vulnérables, comme différents du modèle standard. Tu peux expliquer cette phrase, ce que tu veux dire par là ? Est-ce que c'est ça ta façon à toi de penser justement la manière dont on devrait imaginer l'intégration ? Moi, je pense que c'est lié, encore une fois, à ma vie, parce que chacun de nous, encore une fois, on parle d'un point de vue. Moi, ma mère, elle coupait la canne à sucre dans les champs, d'accord, quand j'étais petit. Nous étions 5 enfants. Elle était femme de ménage. Et donc, moi, je me dis que, en fait, il faut prendre soin des personnes en difficulté dans la société, les personnes les plus pauvres. Quand j'étais jeune, j'avais des bourses pour acheter mes fournitures scolaires. C'est peut-être pour ça que je pense comme ça, en fait. Je me dis que, en fait, dans une société, il faut prendre soin des personnes les plus démunies. Et il faut organiser la société pour que ce soit ainsi, en fait. Parce qu'il y a des personnes en difficulté. Et je reste persuadé qu'effectivement, il faut des services publics de très bon niveau. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on se dit que chacun pour soi, mais le chacun pour soi, normalement, ceux qui y pensent, c'est les plus riches, en fait, les plus forts. Et on finit par vous faire croire que c'est normal que ce soit comme ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que depuis la nuit des temps, ce qui fait la différence, c'est la solidarité. Sans solidarité, on peut pas exister, en fait. Et je pense que peut-être que je deviens vieux, c'est pour ça. Hein. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où, en fait, on te dit « Ouais, tu as été joueur de foot, tu sais quoi ? C'est parce que tu as mérité, tu as beaucoup travaillé. » Non, j'ai été joueur de foot parce qu'en fait, il y a Monsieur Renard qui m'emmenait au foot parce qu'en fait, ma mère ne pouvait pas, je ne pouvais pas payer le train. Et heureusement, j'étais copain avec son fils. Et ce monsieur faisait un détour pour venir me chercher et me déposer. Donc, en fait, je suis devenu joueur de foot parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont facilité la vie pour me donner l'opportunité de devenir ce que je suis. Et je pense qu'en fait, la plupart des gens, nous sommes comme ça, sauf qu'on l'oublie. Et donc, voilà pourquoi. Il y a 10 ans, tu disais cette phrase extrêmement positive sur l'avenir, au journal Le Soir, journal belge. Tu déclarais « Je garde confiance en l'être humain ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, 10 ans plus tard, avec tout ce qui se passe autour de nous, Trump aux États-Unis, la France, les débats, les sujets sur l'immigration, la manière dont ces enjeux se passent, la manière dont tes sujets sont écoutés ou non écoutés dans la société, par les élites politiques, par les intellectuels ou par les médias, est-ce que tu dirais toujours cette phrase « Je garde confiance en l'être humain » ? Totalement. Parce qu'en fait, vous savez, certains voudraient nous faire peur en nous faisant croire que c'est la violence qui gagne.
Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont accès à des informations comme la guerre au Congo. Pourquoi? Pour les matières premières. Je pense que la plupart des gens sont obligés de se positionner sur l'égalité. Et donc, moi, je crois en l'être humain, parce que de toute façon, nous sommes une espèce extrêmement résistante. On croit à l'égalité, on croit à la liberté. Ouais, je crois que... Et puis bon, je suis antillais quand même. C'est-à-dire que... Non, mais je rigole pas. Là aussi... Non, il rigole. Non. Moi, je suis antillais. La culture antillaise, donc ça veut dire que la résistance de ceux qui ont été mes ancêtres à l'esclavage, en fait, m'éduque à moi d'avoir confiance et d'être un résistant. Et c'est pour cela que je pense qu'à l'école, on devrait apprendre absolument les luttes pour l'égalité. Parce que si vous êtes éduqué à comprendre qu'effectivement, l'égalité, la liberté, en fait, elle se gagne, elle ne se donne pas, et qu'en face, il y a toujours des gens qui ne veulent pas l'égalité. Et très souvent, ce sont toujours les mêmes qui arrivent à construire un discours pour légitimer leur violence et faire en sorte que certains se battent et ne les regardent pas. Et moi, je pense que, par exemple, si vous allez à l'école, vous êtes une femme, vous apprenez que, historiquement, les femmes se sont battues pour l'égalité et que les hommes ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'égalité, croyez-moi, je pense que vous êtes armés. Vous savez que, de toute façon, il va falloir fighter. Et donc, nous sommes prêts, monsieur. C'est bien terminé par fighter. On peut l'applaudir. Merci à vous. Nous allons... Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, cette respiration et ce dialogue avec Lilian, je trouvais qu'il était important à avoir autour des deux tables rondes qu'on avait aujourd'hui. Celle de cet après-midi, celle qui a essayé de parler du présent, de voir les enjeux, et d'une petite question qui au départ n'intéressait personne. On a vu que ça a quand même fait des débats qui ont déclenché beaucoup de choses. Lui, il bouillonnait à côté de moi par rapport à cette question. Si. Et le débat qui va arriver maintenant, qui là va parler de quelque chose qui va être très novateur, comme la table ronde de ce matin, qui a été capable de parler sur plusieurs siècles, sur des millénaires d'immigration. Là, ça va être de parler de ce que sera demain, dans ce 21e siècle, les immigrations. Donc je voulais te remercier, parce que tu as amené des dimensions qui, à mon avis, sont très importantes sur beaucoup de sujets, sur la perception, sur le regard qu'on peut poser, sur la culture dont on hérite, sur la manière de regarder l'autre qui arrive, et puis de quelque chose que tu fais au concret. Tu n'es pas simplement un théoricien, puisque moi je le fais avec toi, et je le vois de manière concrète, c'est d'aller raconter ça dans les écoles, d'aller aussi raconter ça des fois à des élites politiques, à la haute administration. Je terminerai par une boutade. Un jour, avec Lilian, nous proposions une exposition dans un grand musée, puisqu'on est dans un musée. Et on voulait faire une exposition qui s'appelait La France Noire. Et notre interlocutrice nous a sorti quelque chose qui était assez sidérant. Je te laisse conclure par cette phrase. Qu'est-ce qu'elle nous a dit quand on lui a proposé une exposition sur la France Noire? Est-ce que je me souviens? Parce que je me souviens, elle a dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc il y a quand même il y a beaucoup de noirs dans votre exposition. Et Lilian et moi, on s'est regardés et on a dit... Ne rigolez pas, oui, ne rigolez pas parce que c'était vrai. Et elle a dit d'ailleurs, à un moment donné, elle a dit, bon, écoutez, pour la fin, il ne faudrait pas qu'il y ait que des artistes noirs quand même, parce que ce serait un peu communautarisme. Et je lui ai dit, c'est vrai. Très souvent, je vais visiter les musées, je viens de me rendre compte qu'en fait, il n'y a que des artistes blancs. C'est super communautaire. Et on n'a pas fait l'exposition, je vous rassure. Merci à toi. Merci à Lilian Thuram.